Bonjour Biljana Todorova. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente pour ce premier numéro de La Banane de l'année. Très ravie d'être là aussi. C'est un plaisir. Alors dans cette rubrique Bien dans mes baskets, on souhaite faire découvrir au public des experts de l'accompagnement humain à travers leur parcours de vie, leurs approches, leurs ambitions. Alors Biljana, tu es conférencière, coach professionnel, experte en neurocognition et docteur en immunologie. Exact. Alors, déjà pour bien comprendre ton expertise, est-ce que la neurocognition, c'est ce qu'on appelle communément les neurosciences ? Alors, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu plus en détail ce que ça veut dire pour que les gens puissent se représenter, parce que même des fois, les neurosciences, ça peut paraître un peu trop vague. Donc, quand on parle de neurocognition, on parle souvent des fonctions neurocognitives. Donc, on va s'intéresser à la structure de la pensée, à l'expérience que la personne vit en interne et aussi à la manière d'apprendre les choses. On peut aller plus en détail en voyant les différentes thématiques que ça inclut, et notamment donc, les thématiques comme la perception, l'attention, la prise de décision, le raisonnement, le jugement. Donc il y a plein de thématiques dedans qui font partie de ce qu'on appelle les neurosciences. Donc il va y avoir différentes études sur chacune des thématiques, mais grosso modo, c'est toutes ces thématiques qu'on va étudier et qu'on va apprendre à mieux gérer en interne. Moi, je suis une passionnée du cerveau. Je challenge mon cerveau constamment, donc j'aimerais connaître ses limites et les dépasser notamment, et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui au quotidien à toutes les personnes que j'accompagne. Et justement, quand tu parles de toutes ces thématiques, est-ce que tu as une préférence, toi, par rapport au cerveau ? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, tout est important quand il s'agit du cerveau. C'est comment on vit l'expérience en interne, tout simplement comment on vit cette vie, en fait. Cette expérience interne va déterminer la qualité de notre vie. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est l'attention. Parce que la qualité de notre attention détermine la qualité de l'expérience qu'on va vivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on focalise notre attention sur une seule chose à la fois, sur une conversation à la fois, sur un échange, plus on augmente cette qualité de l'échange, plus ce qu'on va vivre autour de nous est amplifié. Et moi, j'aime bien avoir une vie intense, donc je tends constamment à amplifier l'expérience qu'on va vivre. Et j'aime beaucoup apprendre à mon attention, parce que c'est pas naturel d'avoir l'attention qui se focalise. Au contraire, ce qui est naturel, c'est plutôt de partir à droite à gauche, d'être distraite. Notamment dans le monde d'aujourd'hui, on est juste pour le chiffre. Scientifiquement, ça a été prouvé que 47% du temps, notre attention, elle est distraite. Donc, en termes scientifiques, on appelle ça du vagabondage de l'esprit. Donc, 47% du temps, la personne qui ne travaille pas sur elle, elle part à droite à gauche, sans se rendre compte. C'est inconscient. Mais donc, elle va être distraite par d'autres choses, ce qui diminue vachement la qualité de l'expérience qu'elle vit. Donc voilà, j'accompagne les gens j'accompagne les gens et je les invite à amplifier leur qualité d'attention, parce que c'est ça qui aide vraiment à vivre une belle qualité de l'expérience. Oui, tu me disais que l'attention, c'était de l'énergie. Oui, j'aimais bien ça. Oui. Finalement, on était... L'attention, c'est là où on place notre attention, c'est là où on place notre énergie. On la donne à quelque chose. Là, je donne mon attention à cet instant donné, et donc mon énergie, elle est complètement là. Donc mon énergie, elle peut être à 100% ici, comme elle peut être à 2% ici. Et donc, du coup, c'est là où on place notre énergie, c'est ce qui va marcher, c'est ce qui va grandir. C'est très important de bien savoir où est-ce qu'on place notre énergie et de le faire en conscience. Si on veut se distraire, OK, mais le faire en conscience et de le décider en conscience. C'est important. C'est une forme de pouvoir, quoi, un peu. Oui, exactement. Alors, tu es passée de l'immunologie aux neurosciences. J'ai la sensation que le changement fait partie intégrante de ton parcours de vie, non ? Ça n'a pas toujours été le cas. Okay. Moi, le changement, c'est une histoire de haine et d'amour. Alors, pendant une trentaine d'années de ma vie, c'était plutôt... Je détestais le changement. Quand il y avait quelque chose qui bougeait autour de moi, une situation que je ne savais pas gérer, à l'intérieur de moi, c'était alarme, SOS, il y a un problème, donc on ne sait pas comment on va se débrouiller. Et donc, c'était à chaque fois quand il y avait un changement, c'était un problème, j'essayais de l'éviter. Quand on parle de changement, moi, j'aime bien citer Épictète qui disait « Il y a une seule chose dans la vie qui est permanente, et c'est le changement ». Si je le savais à l'époque, j'aurais fait les choses différemment. Là, maintenant, je l'ai compris, et j'ai compris que la vie, c'est une suite de changements. Et donc, plus on est à l'aise à les vivre, plus on va s'amuser dans cette vie, parce qu'on ne peut pas l'éviter, en fait. Le changement, c'est tous les jours. La seule manière de l'éviter, c'est de vivre une vie ennuyante, se mettre sur le canapé et regarder des séries, je ne sais pas, mais en tout cas, sortir de la vie, c'est la seule manière de ne pas vivre du changement. Mais c'est plus compliqué que ça au niveau du cerveau. Je pense qu'on va en parler un peu plus loin, parce que c'est pas évident d'accepter le changement.
Donc là, quand je t'entends, j'ai l'impression que finalement, pour toi, le changement, c'est un peu comme un jeu. C'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. Parce qu'il faut savoir que dans le changement, alors je ne le savais pas avant, parce que quand tu évites le changement, donc tu ne te rends même pas compte qu'il y a il y a un bénéfice du changement. À partir du moment où je me suis mise à sortir de ma zone de confort, à faire des choses que je n'ai jamais faites, j'ai constaté qu'en fait, c'était la meilleure manière d'augmenter sa confiance en soi, d'augmenter son énergie et d'apprendre des nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, à chaque fois, quand il y a quelque chose de nouveau à faire, à l'intérieur de moi, c'est chouette, on va jouer à un niveau que j'ai jamais joué. Et donc, jouer à un jeu tout le temps le même niveau, c'est pas intéressant. Et donc, à chaque fois, je me dis, non, il faut aller à quelque chose qu'on n'a pas connu, donc allons-y. Donc, c'est vraiment amusant aujourd'hui de vivre ça. Comme quoi, c'est une question de perception. Hein. Exactement, exactement. Ce que je comprends aussi, c'est que ton changement, à toi, personnel, est lié à une motivation personnelle, quoi. Une motivation qui n'était pas forcément agréable à vivre. J'imagine, au départ. Donc le changement, quand ça s'est déclenché à l'intérieur de moi, que j'ai constaté que ça ne pouvait pas continuer comme c'était pendant une trentaine d'années, j'étais dans un espèce de burn-out. Alors je ne sais pas si on pouvait l'appeler burn-out puisque je n'étais jamais allée consulter un médecin, mais en tous les cas, c'était à force de vouloir me protéger du changement, donc me protéger de la vie, ça amplifiait la souffrance jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'était devenu insupportable. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir trouver des solutions. Donc, j'ai commencé à chercher les approches de développement personnel, les neurosciences en même temps. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui aide le plus. Et c'est à partir de là où ça a commencé, petit à petit, à constater qu'en fait, ça amène des résultats. Donc, c'est allé progressivement. Alors, pour préparer cette interview, je me suis un peu baladée sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est la chaîne Biljana Todd. C'est un peu ton nom d'artiste, c'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que vous allez apprendre plein de choses. Et j'ai vu que tu avais réalisé une 50aine de vidéos dont l'objectif, si j'ai bien compris, hein, est de faire le lien entre le développement personnel et les neurosciences. Alors... peut-être que tu te poses la question pourquoi, en fait, ce lien que je cherche à recréer. Ça vient de mon expérience personnelle. À l'époque, quand j'ai commencé à faire mon développement personnel, j'avais la honte de parler de ça. J'avais l'impression que c'est quelque chose qu'il fallait cacher, que seules les personnes qui ont des problèmes font. Et je trouvais ça un peu perché. Dans ma tête scientifique, parce qu'avec un doctorat et puis avec une famille qui est assez scientifique, on se dit d'où est-ce que ça sort et sur quoi c'est fondé. Donc, je le trouvais très perché comme approche. Cependant, ça marchait. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de l'utiliser. Je l'utilisais, mais en cachette. Et quand c'est arrivé à moi de me dire, mais en fait, j'aimerais répondre à ça, j'aimerais que les gens puissent se servir de ces approches et qu'ils puissent aussi bénéficier des résultats que j'ai pu avoir, je me suis dit, ça ne sortait pas de ma bouche scientifique, ça ne sortait pas juste comme ça. J'avais besoin de ramener plus d'ancrage grâce aux neurosciences, qui du coup vient pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de nos cerveaux, vient aussi dédramatiser un peu les problématiques, parce que nos problèmes en général, c'est des problèmes de gestion de nos pensées, de nos émotions. Donc c'est juste apprendre à gérer notre nature. C'est pas quelque chose qui est je suis cassé, l'autre il n'est pas, donc c'est que moi qui ai des problèmes. Et donc en constatant ça, je me suis dit je vais mettre des neurosciences. Comme ça, on crée le lien juste entre quelque chose qui était un peu perché, quelque chose qui est très ancré. Le problème des neurosciences, c'est que la plupart du temps, elles sont inaccessibles. Les gens, ils ne voient pas ce qui se fait en science. C'est difficile à lire. Quand on lit un article purement scientifique, on peut s'endormir au bout de quelques lignes. Pas faux, pas faux. Je suis d'accord. Et donc, du coup, je me suis dit, on va le faire d'une manière ludique, créer ce lien entre neurosciences et coaching pour justement donner accès à quelque chose d'équilibré qui, du coup, donne envie d'y aller. Parce que je pense que tout le monde a besoin de ça. Donc, il y a une vocation, finalement, de démocratiser, vulgariser le développement personnel, tu dirais? Ça me tient vraiment à cœur parce qu'il faut savoir que notre cerveau, si on le laisse fonctionner par défaut, il ne cherche pas à nous rendre heureux. Et notre cerveau, il s'en fout de notre bonheur. Il ne sait même pas comment le faire. Il n'est pas cool. 70% de nos pensées sont négatives, par défaut. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, il ne faut pas être surpris de faire tourner des scénarios dramatiques et catastrophiques. Donc, pour moi, pour qu'on puisse réellement s'épanouir, il y a vraiment besoin de rééduquer le cerveau. Et cette idée de démocratiser le coaching, c'était cette idée justement de permettre au maximum de gens d'accéder à des approches qui aident et en même temps de comprendre comment ça fonctionne en interne pour mieux gérer tout ça. Bravo pour ça. Merci. Déjà, c'est énorme. Alors, tu es aussi coach professionnel. Et je voulais savoir quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus quand tu accompagnes tes clients et comment t'expliquer cela. Oui, alors
c'est étrange et à la fois c'est naturel, mais ce que je tire comme client à moi, c'est souvent des clients qui travaillent sur les mêmes questions que moi j'ai travaillé à l'époque. D'accord. Moi, j'étais extrêmement timide. Aujourd'hui, je suis conférencière, donc j'ai fait un grand écart entre deux choses que des fois on pense incompatibles. Et souvent, les gens qui viennent me voir, ils veulent travailler sur avoir plus d'aisance dans leur communication. Et aussi, ma deuxième douleur, c'était les relations. Alors, je me souviens, à l'époque, j'avais dit à ma meilleure amie, je dis, les relations, c'est pas pour moi, c'est trop complexe, je ne saurais jamais m'en sortir là-dedans. Et pendant quelques années, j'avais laissé tomber jusqu'à ce que la douleur soit assez forte pour que je puisse redévelopper ça. Et donc aujourd'hui, j'ai une aisance en termes de connexion aux autres, créer des amitiés, voire des fois un peu trop, parce que des fois, il faut limiter aussi le nombre de relations. Et donc les clients, ils viennent me voir aussi pour cette deuxième thématique, qui est comment créer des relations de qualité, des relations dans lesquelles on peut être authentique et transparent et tout en vivant notre identité. Ah, c'est intéressant parce que je me demande quel rapport il y a entre la relation aux autres et le cerveau. Finalement, qu'est-ce qui foire à ce niveau-là, si je puis dire, avec le cerveau, quoi? Alors, il faut savoir qu'on présuppose que la relation doit être quelque chose de naturel pour nous tous. Mais en fait, il y a un vrai paradoxe à gérer au niveau du cerveau. C'est vraiment compliqué pour notre cerveau de pouvoir se positionner dans une relation. Le paradoxe de la relation, c'est qu'à la fois, on doit assumer nos différences, donc notre identité, et à la fois, on doit pouvoir se connecter à l'autre en trouvant des similitudes. Et donc, c'est un vrai paradoxe. Où est-ce que je me positionne? Est-ce que je vis plus qui je suis, donc je viens avec mes différences, ou est-ce que je vis plutôt ma similitude à l'autre et je me connecte à l'autre? Dans les deux cas, alors si on se positionne dans les deux extrêmes, souvent les gens, ils ont du mal à doser ce paradoxe. S'ils se positionnent du côté j'assume ma différence pleinement, donc du coup, je ne me connecte pas aux autres, donc ils vont manquer d'amour, en quelque sorte. Et puis si je me positionne de l'autre côté, où je connecte trop à l'autre, ben, on risque de perdre notre identité. Et ça, c'est dur à vivre. Et c'est dur pour l'ego aussi. Ah, tu parlais de fusion. C'est ça. Ouais. Et je me dis, tu ferais un carton dans le love coaching, toi. Parce que dans l'époque qu'on traverse, avec toutes ces personnes qui ont parfois peur de tomber amoureux ou de ne pas accepter par l'autre tels qu'ils sont, je me dis que bon, peut-être un truc à faire, non? Je pense que c'est une bonne idée. Je vais y réfléchir. Ok. Alors, quand je t'ai appelé et que je t'ai annoncé le thème de l'émission, donc qui est le changement, tu m'as dit de suite, alors, il faut savoir que le cerveau n'aime pas le changement. C'est-à-dire? Alors, il n'est pas cool et en plus, il n'aime pas le changement. Ah non. Le cerveau, il faut vraiment recréer un lien amical parce que sinon, il fait des misères. Alors, le cerveau, il faut savoir que c'est un des organes... Bon, il n'est pas très grand, ça fait 2% de notre corps. Cependant, il va consommer 20% de l'énergie du corps. Donc, c'est très énergivore. Donc, un des premiers objectifs du cerveau, c'est d'économiser de l'énergie. Comment il fait pour économiser de l'énergie? Il va créer, quand on vit une situation, donc il va connaître la situation, et il va créer un algorithme du comportement qu'on est censé avoir qui marche pour cette situation. Et donc, quand on revit la même situation, c'est OK, parce qu'il va réutiliser le même algorithme, tout se passe bien, pas de surprise, donc c'est cool, on économise de l'énergie. Ça, c'est le fonctionnement classique du cerveau. Là, quand on parle du changement, c'est quoi? C'est de vivre une situation que j'ai jamais vécue. Donc, mon cerveau ne la connaît pas. Il a besoin d'un nouvel algorithme pour que ça puisse fonctionner. Et donc, à la fois, créer cet algorithme, ça consomme de l'énergie, donc de comprendre OK, comment je dois me positionner dans cet environnement. Et puis, à la fois, toute chose qui est inconnue, ça crée de l'émotion. Donc, il y a la gestion de l'émotion. Ça peut être un peu de stress, ça peut être aussi de l'excitation. Mais en tous les cas, ça demande aussi de l'énergie. Donc, double dose d'énergie à utiliser pour notre cerveau pour qu'il puisse vivre une situation nouvelle. Et donc, à court terme, la première des choses que notre cerveau voit, c'est cette utilisation de l'énergie. Il se dit, mais pourquoi faire? Non, je vais économiser de l'énergie. Et là où c'est important, c'est de se projeter plutôt à long terme. Si on veut vivre vraiment le changement avec de la joie et puis s'amuser dans le changement, parce que pour moi, c'est ça. Il faut s'amuser dans la vie, donc il faut apprendre à s'amuser dans le changement. Et ça, c'est vrai, apprendre à notre cerveau quels sont les bénéfices à long terme du changement. J'ai une très belle métaphore de la salle de sport. À court terme, on voit que les efforts, donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous motive d'y aller. Par contre, à chaque fois quand on a fait du sport, notre niveau d'énergie monte. C'est la même chose avec le changement. À chaque fois, quand on s'est challengé, on est sorti de notre zone de confort, notre énergie monte et on a de nouvelles compétences. Et donc, la vie quotidienne devient plus simple. Quand on s'entraîne dans la salle de sport, après marcher ou porter ses sacs de course, ça devient facile. Avec le changement, c'est pareil. Quand on sort de notre zone de confort, on accumule cette énergie qui, par la suite, la vie quotidienne, c'est un jeu. C'est simple et c'est agréable à vivre. Ok, et bon, je vais me faire un peu l'avocate du diable, mais en même temps, j'ai l'impression que sortir de sa zone de confort, c'est presque devenu une injonction. Tu vois, on entend aussi beaucoup parler. C'est partout, à la télé, dans la presse, sur les réseaux sociaux, bref.
Et j'ai l'impression que parfois, ça peut être un peu culpabilisant pour certains, non? Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, à un moment donné, à force de faire du développement personnel, ils arrivent au stade et ils se disent « mais j'en ai marre, c'est tout le temps, quels sont les objectifs, les changements ?» Est-ce qu'on ne peut pas se poser un instant? Si, on peut avoir comme objectif juste de se poser et de vivre une vie plus sereine, plus paisible. Moi, ce que je dis, c'est il y a deux choses. Il faut savoir le faire en conscience, c'est-à-dire si je décide de ne rien changer, là, aujourd'hui, je me dis je veux une journée tranquille, je le décide en conscience, donc ça devient l'objectif de la journée, donc il n'y a aucun souci. Et puis, par contre, voilà, il faut le limiter dans le temps. Parce que si je passe une vie en enlevant le changement, c'est que, à quelque part, je m'extrais de la vie. Donc, ce n'est pas fonctionnel. Donc, il y a vraiment besoin de cette prise en conscience, de prise de décision en conscience, qui, du coup, ne fait pas de mal. Ne pas changer, c'est OK, si je le décide. C'est ça. Voilà, cette notion d'être en conscience de ce qu'on fait, quoi. C'est hyper important. Et puis le deuxième paramètre, c'est de savoir doser, parce que on n'est pas tous au même niveau. Les challenges que moi aujourd'hui je peux me permettre, ce sont pas les challenges que j'aurais pu faire il y a 5 ans, pardon. Et donc c'est savoir doser. Changement, ok, mais à dose qui me correspond, à une stimulation qui me correspond, pour ne pas partir dans les extrêmes et brûler son système nerveux en utilisant trop d'énergie. On a réalisé un petit sondage la semaine dernière pour choisir le sujet que les internautes souhaitent que tu abordes à travers le prisme des neurosciences. Alors, on en a proposé 4. Le syndrome de l'imposteur, le besoin de reconnaissance, la prise de décision et le lâcher-prise. Et ce qui est ressorti en tête, avec 33% des votes, c'est le syndrome de l'imposteur, dont on parle aussi beaucoup. Et je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Et surtout, j'aimerais que tu puisses nous donner des outils pour mieux le gérer, syndrome de l'imposteur. Super, je suis très contente que c'est ça qui est ressorti, parce que on le voit, c'est devenu un peu à la mode aussi, ce syndrome de l'imposteur. On a mis un mot sur un état et donc à partir de là, on l'a transformé en quelque chose qui est... Et le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que nous tous, on le vit, ou sinon, pour ne pas le vivre, il faut vraiment s'empêcher à apprendre de nouvelles choses. Alors, il faut savoir que scientifiquement parlant, ça a été démontré, on peut l'expliquer. Et on explique tout simplement par les mécanismes du cerveau, le mécanisme qui consiste à apprendre. Alors, comment ça se passe? Il y a une étude qui a été faite sur des étudiants à qui on a demandé un questionnaire de logique. Donc, il y avait des petits exercices de logique. Et à la fin, on leur demande, donc ils font les exercices de logique et on leur demande leur niveau de confiance sur les exercices. Et ils se sont rendus compte que ceux qui étaient le plus confiants, c'était ceux qui étaient les moins compétents. Intéressant, non? Intéressant, carrément. Donc, c'est ce qu'on a fait l'effet de Dunning-Kruger, qui démontre, en fait, c'est la courbe de l'apprentissage qui, pour nous tous, elle se passe de la même manière. Quand on ne sait pas quelque chose, quand on est au début voilà, on veut apprendre une nouvelle chose, mais on ne la connaît pas encore, il y a un petit pic d'excitation. Et il y a une forme de fausse confiance. On croit que la chose va se passer plus facilement que ce qui va se passer en réalité. Donc, je pense que c'est un mécanisme naturel qui nous pousse, du coup, à pouvoir passer plus facilement à l'action. C'est une forme de piège d'une carotte qui cache ce qu'il y a derrière. Ah, d'accord. Et donc, il y a ce petit démarrage d'enthousiasme au début. C'est la phase quand on est inconsciemment incompétent. Donc, on se dit, OK, je veux apprendre la guitare, ça va être cool. Au bout de quelques mois, je vais savoir jouer un morceau. Que je pense que tout le monde a expérimenté un petit peu ce type d'état. Qu'est-ce qui suit? Alors, si on vraiment s'y met à apprendre quelque chose, on rentre dans la vallée des larmes. Ah ouais. Donc, c'est la deuxième partie, la deuxième phase de l'apprentissage. Nous tous, quand on se met à apprendre quelque chose, on va vivre un moment où on prend conscience du fait qu'on est incompétent et ça fait mal. Et dans cette phase-là, on va vivre le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est la phase dans laquelle on est conscient de ne pas être compétent. On va commencer à se comparer à des gens qui sont plus compétents, parce que souvent, on est dans une phase d'apprentissage, donc il y a des gens qui sont autour de nous pour nous former, donc ils sont meilleurs. Et c'est face à ces gens-là où on va vivre ce sentiment d'insécurité, de manque de confiance, en fait, je ne sais pas. Et donc, j'ai besoin d'apprendre. Le problème, ce n'est pas de vivre ça. Le problème, c'est de mettre une couche de stress au-dessus en se disant, il ne faudrait pas que je sois là-dedans. La toute première des choses qui aide, donc le premier outil, c'est de commencer par se remercier en disant si je ressens ça, c'est que je suis en train de m'autoriser à apprendre une nouvelle chose, de vivre une situation que j'ai jamais vécue. Et donc déjà, se remercier à soi d'être sorti de sa zone de confort et de faire un nouvel apprentissage. Ensuite, beaucoup de gens cherchent à cacher ça en se disant « Ah, ils vont se moquer de moi, quelqu'un va se moquer de moi si on me voit comme ça incompétent. » Et en fait, il faut se rendre compte que
Donc, les personnes qui sont compétentes autour de nous, ils ont déjà traversé la phase des vallées des larmes. Donc, c'est pas eux qui vont se moquer de nous. C'est pas ceux qui sont meilleurs que nous qui se moquent de nous. Ceux qui se moquent de nous, c'est ceux qui sont avant nous, ceux qui sont dans la phase de inconsciemment incompétents, qui se croient compétents, mais ils ne le sont pas. Et donc ça, déjà, il faut se libérer de ça. Les gens qui éventuellement peuvent venir critiquer, se moquer, c'est pas ceux qui nous intéressent. Et vraiment focaliser sur quels sont les gens, donc ça c'est le deuxième outil, quels sont les gens qui vont me permettre plus vite de sortir de cette phase-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre et qui est la personne qui va me permettre d'apprendre ça. Point. On dirige le focus pas sur moi, ce que je vis, mais plutôt qui sont les personnes qui vont me servir d'avancer sur ça, de sortir de cette phase-là. Et on se met dans l'action. Quand on est dans l'action, le syndrome de l'imposteur, il est oublié parce qu'on est focus sur ce qu'on a à faire. Donc c'est vraiment la manière de faire les choses qu'on n'a jamais faites, c'est normal de le vivre. C'est la phase d'apprentissage de notre cerveau et on ne peut pas l'éviter à moins qu'on bloque l'apprentissage et qu'on n'apprend plus de nouvelles choses. Ça, c'est super. Franchement, merci, parce que déjà, le fait de savoir que c'est normal, oui. c'est déjà énorme. Et puis de nous aider à avoir un autre regard sur cette courbe d'apprentissage par laquelle tout le monde passe. Je pense que tu as rendu service à un paquet de monde, là. Je l'espère. Je te remercie. Et quelle est ton actualité à venir ? Alors, j'ai mon challenge de cette année qui est d'écrire un livre. Chouette. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est les neurosciences des relations. Donc, c'était une de mes plus grandes douleurs à l'époque. Et j'aimerais vraiment, grâce aux neurosciences, aider le maximum de gens à apprendre à mieux connecter avec les gens et apprendre à mieux se positionner dans les relations. Donc, ça, c'est le premier challenge. Et j'ai 2 autres challenges qui sont 2 conférences à venir sur la même thématique. Une en français et bien sûr, il faut se challenger. Donc, la deuxième est en anglais. OK, ben oui. Donc voilà, je garde un peu plus. Toujours un peu plus. Il faut que ça soit légèrement inconfortable pour que les compétences se développent, la confiance s'installe. Et voilà, ça, c'est le but de 2022. Je sens que tu vas bien t'amuser, toi. Ah oui, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Biljana Todorova. C'est très intéressant, c'était très inspirant. On peut te retrouver sur ton site, biljana.tod.com. Exactement. C'est ça, hein? Super, moi je te dis à très bientôt. Merci à toi.